Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous accueillir avec encore une fois, on va passer au peigne fin de tout ce qui se passe sur le territoire lavallois. De belles précisions concernant l'avenir de la culture ici à Laval, notamment avec notre chroniqueuse Caroline Lessard un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, je commence évidemment avec ce segment Nouvelles et ça fait beaucoup jaser au cours des derniers jours parce que notamment l'enlèvement du président de la chaîne de restaurants Cora, Nicolas Tsouflidis, qui aurait été motivé par la perspective d'une rançon, selon la Sûreté du Québec. Et le fils Benjamin de la fondatrice des restaurants Cora, Mousséli Tsouflidou, a été enlevé mercredi soir à sa résidence de Mirabel, dans les Laurentides. Sa séquestration n'aura duré que quelques heures avant qu'un passant le retrouve dans un fossé dans l'ouest de Laval, tôt le lendemain matin. Le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, qui s'est vu confier le dossier, tente de démontrer que l'enlèvement était motivé par une rançon, bien qu'aucun montant n'a été versé. La porte-parole de la Sûreté du Québec, Martine Asselin, n'écarte pas l'hypothèse d'une tentative d'intimidation à l'endroit de M. Tsouflidis, d'ailleurs, qui n'a pas été heureusement gravement blessé, bien qu'il ait subi un choc assez important. Il a livré son récit des événements aux enquêteurs à sa sortie de l'hôpital. Mme Asselin affirme que la Sûreté du Québec est à la recherche d'au moins 2 suspects. Ceux-ci se sont présentés à la résidence d'un homme d'affaires vers 22 h à bord d'une berline bleue. C'est ce qu'elle a aussi ajouté. C'est un passant qui avait aperçu l'homme de 44 ans dans un fossé vers 6 h jeudi dernier sur la montée Champagne au coin du boulevard Dagenais du quartier Sainte-Dorothée. Et en entrevue à la station de radio montréalaise au 98.5, le témoin a affirmé que M. Tsouflidis était couché au sol, ligoté, et qu'il ignorait où il se trouvait, répétant avoir été kidnappé. Selon la Sûreté du Québec, l'incident n'aurait aucun lien avec le crime organisé. Et questionné à savoir s'il y avait une raison pouvant expliquer l'incident, la vice-présidente du groupe Cora, Lucie Normandin, a été catégorique « non, pas du tout ». Il n'y a pas de montant d'argent qui a été versé, ce qui nous porte à croire que les ravisseurs ont abandonné leur projet. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont eu peur, parce que leurs plans ont changé. Ce sont des hypothèses étudiées présentement, soutient la lieutenante Asselin. Nicolas Tsouflidis est devenu président de l'entreprise en 2008 après avoir occupé de nombreux postes dans cette chaîne de restaurants bien connue. La chaîne, d'ailleurs, compte maintenant 130 restaurants au Canada, dont plus de 50 au Québec. La Sûreté du Québec, d'ailleurs, invite toute personne qui détiendrait des renseignements, des informations sur l'incident à contacter le 1-800-659-4264. La conductrice s'en tire miraculeusement avant l'arrivée des premiers secours, tôt dimanche le 12 mars. Une dame s'est extirpée elle-même du tas de ferraille qui était devenu son véhicule, alors immobilisé dans le fossé de l'autoroute 440 Ouest, un peu à l'est de l'autoroute 13. Vers 6h20, alors qu'elle circulait en direction est, sa voiture a été emboutie par une Audi qui roulait à grande vitesse. Le violent impact a provoqué une sortie de route et des tonneaux, explique d'ailleurs le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay. Et conduite par la suite à l'hôpital, la conductrice s'en serait miraculeusement tirée seulement avec une fracture du poignet à l'arrivée des policiers de la Sûreté du Québec sur les lieux de l'accident, où les occupants de l'autre voiture impliquée avaient déjà pris la fuite, d'ailleurs abandonnant leur véhicule sur la voie d'accotement de la 440. Puis autour de 9 h, une femme s'est manifestée auprès de la Sûreté du Québec, affirmant avoir été au volant de l'Audi au moment de la collision. Au cours des dernières heures, elle était actuellement interrogée par les policiers chargés de faire la lumière sur les circonstances entourant l'accident. Elle pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse et de délit de fuite. C'est ce qu'a indiqué aussi l'agent Tremblay, tout en précisant que l'enquête suivait son cours. Pour le moment, au moment d'enregistrer ce bulletin, on ne sait toujours pas combien d'occupants se trouvaient à l'intérieur du bulletin, ni le nom du propriétaire de l'Audi en question. L'autoroute 440 Ouest a été d'ailleurs complètement rouverte à la circulation vers 9h30 ce matin-là. Incendie après un nettoyage de foyer inadéquat, pensant bien faire alors qu'elle entreprenait de nettoyer son foyer domestique. Une citoyenne, finalement, en a véritablement déversé les cendres dans son bac de compostage collé à sa maison située sur la rue Piché, ce qui a provoqué un incendie. La dame a contacté le centre d'appel d'urgence 911 à 15h35 avant d'évacuer rapidement les lieux sur la recommandation des opérateurs. À son arrivée sur place, 5 minutes plus tard, la première des 6 unités du service de sécurité incendie de Laval
a repéré des flammes et de la fumée sur le mur extérieur du bâtiment résidentiel d'un étage en pierre et briques. Les 19 pompiers ont rapidement rabattu le feu et contrôlé la situation. Dès 16h02, les dommages sont évalués à 20 000 $ pour le bâtiment et 22 000 $ environ pour son contenu. Quand on dispose des cendres de notre foyer, il est très important de les déposer à l'extérieur dans une chaudière de métal pour une durée minimum de 24 heures, de prévenir le chef aux opérations du service de sécurité incendie, Jean-Sébastien Roch. Heureusement, les flammes ne se sont pas trop propagées et ont surtout affecté le revêtement extérieur de la maison. Toujours en vous parlant des pompiers, les pompiers qui s'entraînent au sauvetage sur glace. Les pompiers de Laval qui ont tenu un exercice d'opération de sauvetage sur la rivière des Mille-Îles dernièrement. Ils ont dû répondre à pas moins d'une vingtaine d'appels d'urgence pour sauver des personnes des eaux depuis le début de l'année. On intervient pour des accidents de motoneige. On a aussi les cabanes de pêche blanche. Les gens s'aventurent sur les couverts et ça craque. En résumé, Claude Lucier, chef de division des services incendies de Laval. Notamment, la semaine dernière, les pompiers ont été mobilisés durant toute une journée pour construire un pont de glace et évacuer une à une la vingtaine de cabanes de pêche car l'endroit n'était pratiquement plus accessible. Les gens en font en dehors des sites sécuritaires, a dit Claude Lucier. C'est là la problématique. À cette période-ci de l'année, la température de l'eau oscille autour de 4 degrés et le courant peut entraîner une personne sous le couvert de glace. Avec le temps plus clément des dernières semaines, les glaces sont fragilisées et plus à risque de se détacher. Et même si la glace est assez épaisse, il peut y avoir des fractures. La vie culturelle à Laval est constamment en plein développement et présentement, un groupe de personnes se réunit pour pouvoir faire des orientations de la ville de Laval, autant qu'elle s'accroît en population, mais aussi pour pouvoir continuer donc à suivre ce mouvement aussi. Et j'ai Caroline Lessard, justement, qui est là pour nous parler de la vie culturelle ici en territoire lavallois. Salut! Salut Caroline! Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, avant d'y aller justement avec le Conseil régional de la culture de Laval, et de ces actions qu'ils sont en train justement, dont je faisais référence d'emblée, de se réunir. Revenons sur ce programme des arts et lettres de Laval. Donc, déjà un programme qui est mis en place depuis 3 ans ici. Exactement. C'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec la Ville de Laval, qui a mis un programme pour subventionner, pour financer finalement des projets de la Ville, des artistes de Laval. Ça, c'est tout genre? Exactement. Ça peut être du théâtre, de la littérature, des arts visuels. C'est vraiment tout ce qui est artistique et littéraire de Laval peut participer à ce programme. L'enveloppe d'argent qui est administrée, finalement, qui est donnée à ces projets-là? Exactement. Là, on en est à la 3e année cette année. Là, l'appel de projet a été fait le 8 mars dernier. Donc, tous les artistes qui voudraient appliquer pour avoir une bourse peuvent le faire jusqu'au 19 mai prochain. Je comprends qu'il y a des technicalités qui sont sur le site Web et tout ça, mais est-ce que, sommairement, on peut en parler un peu de certains critères pour correspondre à peut-être avoir cette enveloppe d'argent-là? Bien, le formulaire est sur le site, comme tu dis, du Conseil des arts de Laval, mais justement, il va y avoir une formation qui va être donnée par ce conseil le Conseil régional de la culture de Laval. Oui. Exactement. Donc, ils vont donner... Exactement. Ils vont donner une formation pour aider les artistes, justement, à appliquer, à remplir ce formulaire-là, parce que c'est pas toujours évident de remplir cette paperasse-là pour un artiste. Puis, ça donne des outils, ça aide à mettre en valeur son projet. À faire rayonner la culture de manière plus précise après ça à Laval. Oui. Mais il y a 2 volets là, à cette enveloppe-là, je pense, ou à ce projet-là, c'est ça? Oui, bien, les subventions qui ont été données dans les 3 dernières années, il y a le volet qui est aux artistes spécifiquement, donc tout artiste ou écrivain. Mais il y a aussi un volet qui est donné aux organismes, donc les organismes qui s'occupent de la culture ou qui peuvent... Exactement. La première année, il y avait 190 000 $ qui avaient été remis à 8 projets différents, 4 à des artistes, 4 à des organismes. L'an dernier, il y a eu autour de 52 000 $ qui ont été remis à 3 projets. Donc, cette année, on a bien hâte de voir quels projets vont être proposés pour pouvoir avoir cette autre campagne-là. On va surveiller ça, puis tu viendras nous en reparler de ces projets-là qui ont été retenus pour donc ce programme des arts et lettres dont faisait référence de Laval. Et justement,
justement, on a eu de la misère à le dire, Conseil régional de la culture de Laval, qui présentement est en train de sonder finalement, de se réunir ensemble pour décider de l'orientation du domaine de la culture de Laval dans les prochaines années. Exactement. Ce conseil-là a été mis en place en décembre 2014, donc c'est assez récent. Puis eux, leur mandat, leur mission, c'est de faire rayonner les artistes, de supporter, d'encadrer, d'accompagner les artistes. Comme on disait tantôt, pour les aider à remplir, par exemple, les technicalités de la demande pour le programme des arts et lettres. Oui, exactement. Okay. Ça peut être donné aussi de la formation. Comme là, il y a différentes formations qui vont être données éventuellement. Créer des alliances stratégiques. Fait que ça peut être quelque chose pour un artiste qui reste dans son coin. Bien, ça peut donner des outils pour aider à sortir de son coin. Faire connaître d'autres organismes ou d'autres personnes qui peuvent l'aider dans sa démarche. Dans sa démarche, carrément. Exactement. Ensuite, création d'un spectacle littéraire, de l'idée à la représentation. Parce que tu peux avoir une super bonne idée, mais comment la mettre en marche? Des fois, c'est plein d'étapes. Alors cette formation-là va aider, elle va donner des outils pour pouvoir avancer là-dedans. Ensuite, organisation du temps et des priorités. Parce que ça, tu sais, être un artiste, c'est pas un 9 à 5. Là, non, comme, exact. Et j'ai beaucoup d'artistes dans mon entourage et il y a quelque chose qui rallie tout le monde. Ils sont brouillons un petit brin, mettons. Donc ça, tu vois, cette formation-là, ça peut aider à donner des outils, à donner des astuces. Comment mieux gérer son temps, en fait, pour que quand on est en travail, bien, on travaille, tu sais. Puis avoir des périodes aussi, parce qu'il faut se donner aussi des périodes d'accalmie pour essayer de créer. Ben oui. C'est parce que ça fait partie du processus. Ça fait ben oui, c'est ça. Souvent, on voit cette image-là, mais un artiste ou un artiste musical, par exemple, qui se met un peu en reclus, de façon reclus pour pouvoir composer, par exemple. Alors, ça fait partie, justement, de cette démarche-là. Du processus. Ben oui. Ensuite, diversifier vos revenus d'artiste. Ça peut être des astuces pour mettre en marché son produit. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Et mon préféré, délier son processus créatif. Parce que on a souvent entendu des artistes qui sont devant une page blanche. Ou, tu sais, des fois, tu peux être dans ton processus super créatif, mais à un moment donné, tu as un creux. Donc cette formation-là, ça peut aider à donner des outils, des astuces. Ça fait rencontrer d'autres artistes qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience, j'imagine, ou un peu plus de vécu? Oui, ça peut être ça. Ça peut donner des trucs. Puis la formatrice a de l'expérience, elle aussi. Donc, c'est des formations qui peuvent être super intéressantes pour les artistes, pour aider. Véritablement. Et je lisais, sans me tromper, c'est toi l'experte, mais il y a comme un incitatif financier dans le sens qu'on peut donner un peu d'aide financière à ces personnes-là qui veulent souscrire finalement au Conseil régional de la culture de Laval. Bien, ils peuvent aller sur le site. Ça peut faire partie du support qu'ils ont besoin, mais en allant sur le site, ils vont être capables d'avoir des ressources qui sont là. D'ailleurs, ce site-là, c'est tout nouveau. Ils viennent de le mettre en place. Okay. Exactement. Mais l'objectif de ça, c'est d'être la porte d'entrée pour tous les artistes, pour tout ce domaine-là, le domaine culturel, pour faire vivre l'art à Laval. Eux vont déployer un site Web pour être un lieu commun, finalement, pour... De création, puis de points de rendez-vous, de points de rencontre. Exactement, des ressources. Ouais. Bien, je trouve ça intéressant parce que depuis, d'ailleurs, les 50 ans de la Ville, depuis qu'on a célébré ça depuis quelques mois, il y a comme une espèce de renouveau, les infrastructures dans le domaine culturel. On dirait qu'on s'est un petit peu reconcerté ensemble, puis on découvre, puis on met en place plein de nouvelles politiques. Alors, c'est fort intéressant. Il y a vraiment un mouvement, pour aider la culture, puis justement, ce Conseil régional de la culture de Laval-là est là pour ça. Puis en ce moment, ils sont en train de faire un diagnostic de la culture à Laval. Puis, ce rapport-là va sortir à peu près en juin. Et suite à ce diagnostic-là des forces, faiblesses, des choses à améliorer, bien, ils vont être en mesure d'avoir un plan stratégique, un plan d'action. Puis ça va les aider. Ça va être quelque chose de solide qui va les aider à présenter des projets, des initiatives, soit à la Ville de Laval ou au ministère de la Culture. Pour pouvoir, effectivement, définir encore plus le portrait, parce qu'évidemment, on est une ville très cosmopolite, sans cesse croissante, en nombre, en individus, et puis qui ont un beau métissage de la culture qui peut continuer à se faire, qui est déjà existant, mais qui peut continuer à se faire et à se développer. Exactement. Puis je pense que ça sera justement très enivrant tout ça. Bien, merci d'être venue nous en parler, Caroline Lessard. Puis on se revoit très bientôt. Ça me fait plaisir et on invite tous les artistes à postuler. Vous avez jusqu'au 19 mai pour le faire. Certainement. Merci à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on discute d'une problématique qui stresse bien des garçons, l'éjaculation précoce.
un homme sur 2 éjaculerait trop rapidement. Mais qu'est-ce que trop rapidement? Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à notre sexologue Julie Fournier. Bonjour Julie. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Alors, aujourd'hui, on parle de l'éjaculation précoce. Oui. Qu'est-ce que l'éjaculation précoce? C'est une bonne question. Tu l'as dit, hein, c'est lorsque l'homme éjacule trop rapidement. Mais ça veut dire quoi? Donc, on a différents critères qui sont assez arbitraires. Là. Je vais faire quand même une petite ébauche de ce que c'est. Mais ça varie beaucoup selon les personnes, selon les époques, tout ça. Mais on peut parler soit lorsque l'homme éjacule, par exemple, avant la pénétration. On peut parler de après le début d'une pénétration, quelques secondes, voire quelques minutes. Ça dépend des sources encore. Là, on peut parler de 1 à 3 minutes. Des fois, ça va un petit peu plus que ça. On peut parler en termes de poussée lors de la pénétration. On peut aussi parler du fait que l'homme éjacule avant que sa partenaire ait atteint l'orgasme plus de la majorité du temps. Mais ça, c'est tous des critères un peu qu'on n'utilise pas vraiment, en tout cas en thérapie, parce que ça ne prend pas en considération les facteurs externes, ça ne prend pas en considération l'homme en tant que tel aussi, ses facteurs à lui internes. Donc, ce qu'on va se dire plutôt, c'est vraiment lorsque l'homme ne contrôle pas le moment de son éjaculation et que ça lui crée des difficultés à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas vraiment un temps précis. Non. Après la pénétration, après 3 minutes, s'il est déjà venu éjaculer, c'est éjaculation précoce. C'est pas précis de même. Non, c'est pas précis comme ça, non. Est-ce que c'est un problème qui survient particulièrement chez les garçons adolescents ou c'est tout aussi fréquent chez l'homme adulte? Bien, en fait, c'est le trouble sexuel chez l'homme qui est le plus fréquent. C'est pas celui pour lequel les hommes consultent le plus, par contre, mais c'est le plus fréquent. Mais pour répondre à ta question, ce qu'on sait au niveau de l'éjaculation précoce, c'est que ça atteint les hommes de toutes les classes socio-économiques, tous les groupes d'âge. Un homme plus vieux comme un homme plus jeune peut être atteint. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez les adolescents, ça arrive peut-être plus fréquemment d'avoir des éjaculations précoces parce que c'est plus fréquent lorsqu'on a des nouvelles partenaires, des nouveaux partenaires, des nouvelles relations sexuelles. Pourquoi? Bien, en fait, l'anxiété peut-être qui est reliée à tout ça, la découverte de l'autre personne, l'anxiété de performance, tout ça peut créer une petite difficulté à ce niveau-là, mais il faut bien nuancer. On ne parle pas d'un trouble d'éjaculation précoce à grande échelle non plus. Ça peut être de manière isolée. Là. Vraiment, pour parler d'un trouble d'éjaculation précoce, il faut que ça soit plus de la majorité des rapports sexuels où l'homme a de la difficulté à contrôler son éjaculation. Donc, à l'adolescence, ça peut être des éjaculations précoces. Ça peut être plus occasionnel. Exactement. Il n'y a pas matière non plus à s'inquiéter nécessairement avec ça. Est-ce qu'un jeune pourrait, à l'adolescence, être éjaculateur précoce et rendu à l'âge adulte que ça disparaisse, ou l'inverse, qu'un adolescent n'est pas éjaculateur précoce puis rendu à l'âge adulte commence à avoir ce problème? Est-ce que ça se peut? Oui, bien oui, tout se peut à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on va regarder est-ce que c'est secondaire ou primaire. Donc, est-ce que c'est de tout temps? Est-ce que tous les rapports sexuels ou la majorité ont toujours se sont toujours terminés par une éjaculation précoce ou c'est arrivé par la suite? Mais il y a plein de facteurs qu'il faut tenir en compte aussi, là. Ces facteurs-là, les causes, quelles sont les causes de l'éjaculation précoce? Bien, d'abord, ça peut être un homme qui a une tendance plus anxieuse. Donc, soit anxiété de performance là, au niveau de la sexualité, mais ça peut être une anxiété générale aussi. Parce que quand on est anxieux, on est plutôt dans notre tête, on est moins dans notre corps. Donc, c'est plus difficile de reconnaître le point de non-retour. C'est plus difficile de savoir ce qui se passe dans notre corps et de mieux moduler l'excitation. Ça peut être un homme aussi qui a tendance à faire les choses rapidement. Dans la vie courante aussi, parce que la sexualité, c'est juste la continuité de la vie courante. Oui. Donc, quelqu'un qui a un souci du temps, une rigueur, tout ça, bien, ça fait qu'on peut supposer que dans la sexualité, il y a de la difficulté aussi à prendre son temps. C'est pas nécessairement le cas, mais ça pourrait. Ça peut être aussi un homme qui est surexcité par les stimuli physiques, psychologique aussi, sexuelle. Ça peut être aussi conjugal, hein? Ça peut être aussi relié à l'interaction avec le ou la partenaire. L'homme peut être plus stressé, peut se donner une anxiété de performance, mais ça peut être un trouble chez la partenaire aussi qui induit un trouble chez l'homme là, au niveau de l'éjaculation précoce. Donc, il faut tout regarder. Aurais-tu un exemple de ce que tu viens de mentionner? Bien, par exemple, une femme qui pourrait avoir des douleurs au niveau de la pénétration, bien, ça peut faire que l'homme va se forcer à venir plus vite. À éjaculer plus rapidement, exactement. Puis, à force de se conditionner comme ça, bien, c'est plus difficile de s'en sortir par la suite. Donc, la cause génétique, dans ce cas-ci, ça n'existe pas? Bien, il peut avoir des causes physiques. Là, c'est sûr qu'il faut vérifier plutôt avec un médecin à ce niveau-là, mais il pourrait avoir des causes physiques. Normalement, s'il y a des causes physiques, on va aller avec une psychothérapie et une médication, là, généralement, là, mais ça dépend des cas. Est-ce qu'on peut retarder l'éjaculation?
Bien oui, ça se travaille, évidemment. C'est sûr qu'on peut travailler au niveau de l'anxiété, au niveau de ce que je nommais tantôt, toutes ces causes-là. Il faut vraiment avoir l'ampleur, là, toute la panoplie des facteurs qui peuvent influencer. Mais oui, puis il y a des techniques corporelles aussi pour apprendre à moduler l'excitation, à reconnaître ce qui se passe dans son corps, puis reconnaître le point de non-retour avant l'éjaculation, puis mieux contrôler ce point-là de non-retour. Est-ce qu'on peut même guérir l'éjaculation précoce? Bien, le taux d'efficacité est très, très bon au niveau des traitements. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien traiter là, tous les facteurs, mais oui, généralement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis tu disais tantôt que c'était le problème qui touchait le plus les hommes, mais pas celui pour lequel les hommes consultaient le plus. Oui. À ton avis, pourquoi les hommes ne consultent pas pour ce C'est problème? une bonne question. Je n'ai pas vraiment de réponse à ce niveau-là. Ça se pourrait que c'est peut-être moins souffrant ou c'est peut-être plus quand le ou la partenaire va s'en plaindre, par exemple, que là, l'homme va venir consulter. Peut-être que pour lui, c'est pas vraiment dramatique. Oui, ou peut-être par gêne. Bien, fort probablement par gêne aussi, oui. Mais merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Si jamais vous souffrez d'éjaculation précoce, je vous invite à consulter un sexologue. Mais n'oubliez pas, les hommes, qu'une femme va vous aimer pour qui vous êtes. À la semaine prochaine. Coop Taxi Laval innove avec de nouvelles tablettes. Depuis le mois de décembre, 211 véhicules de Coop Taxi Laval sont munis de nouvelles tablettes S2 Refresh de Samsung. C'est un investissement de plus de 125 000 $. Le président de Coop Taxi Laval, Georges Tanou, affirme que son organisme fait un pas de plus pour servir ses clients. C'est une première au Québec. Nous utilisons déjà des tablettes pour la répartition des appels pour les courses de taxi. Avec cette nouvelle technologie, ce sera plus rapide, assure M. Tanou. L'écran est plus visible pour nos chauffeurs et les clients. Il est plus grand, soit 9,7 pouces, ajoute-t-il. Le vice-président plutôt des ventes de Cellum, ses communications, Anthony Sleeman, affirme que tout est plus rapide, soit le temps de transaction, de réponse et pour prendre les appels. Les chauffeurs peuvent utiliser la technologie PTT appuyée pour parler, précise-t-il. Ils peuvent communiquer directement avec le répartiteur sans faire appel à la radio. Il y a aussi un système de géolocalisation. M. Sleeman souhaite que cela génère un engouement pour l'industrie du taxi ailleurs au Québec. M. Tanou et Sleeman se sont dit d'ailleurs satisfaits des nouvelles tablettes installées dans les voitures. Nous avons dû faire quelques tests de programmation durant environ 3 semaines au début. Ce n'était pas parfait. Nous avons obtenu de bons résultats, termine M. Tanou. Enfin, les véhicules seront munis sous peu du Wi-Fi. Des essais auront lieu avec 5 chauffeurs de taxi de Laval, toujours en collaboration avec Bell. Coop Taxi Laval travaille aussi sur une nouvelle application. Alors, on verra bien dans les prochaines semaines de quoi il en retourne. Un policier ne peut pas faire effacer une photo où il figure, tranche la Cour. La Cour du Québec a tranché jeudi qu'un policier ne peut pas ordonner à un citoyen d'effacer une photo sur laquelle il apparaît dans l'exercice de ses fonctions. Le tribunal a ainsi cassé la décision du comité de déontologie policière dans une affaire impliquant 2 agents du service de police de la ville de Laval. Un citoyen qui l'avait d'ailleurs intercepté pour lui remettre un constat d'infraction. Ils avaient pris en photo ce qu'ils avaient d'ailleurs perçu comme un geste d'intimidation. Ils ont exigé la destruction des images, tentant même de procéder à la fouille illégale de son téléphone cellulaire, indique le communiqué de la secrétaire générale du commissaire à la déontologie policière, maître Louise Letarte. Si l'homme plutôt a obtempéré par crainte d'être arrêté, rien ne permettait aux policiers d'intervenir de la sorte. C'est ce qu'a statué d'ailleurs le juge. Ils étaient toutefois en droit de demander qu'il cesse de prendre des photos. Dans une autre affaire, une policière de Laval avait également enfreint son code de déontologie en exigeant qu'un citoyen lui montre des photos qu'il venait de prendre. Elle avait alors tenu des propos blasphématoires et menaçants pour lesquels elle avait été suspendue pendant quelques jours. 25 ans plus tard, il faut toujours avoir espoir. 25 ans après la découverte du corps de la jeune Marie-Ève Larivière, victime de meurtre à Laval, sa sœur Virginie a publié sur sa page Facebook le 7 mars un message commémorant sa mémoire. Il y a 25 ans aujourd'hui que ma petite sœur Marie-Ève est disparue. Demain, ça fera 25 ans qu'on a retrouvé son petit corps meurtri, violé et sans vie, abandonné dans la neige fondante d'un printemps précoce et trop pluvieux, s'est-elle souvenue. À 11 ans et 11 mois, ma sœur, un regard de tempête, des boucles rebelles sur la tête, des idées braques, des envies de grandeur et des projets d'avenir déjà, s'est fait voler les 5 $ qu'elle avait dans les poches pour racheter le pain du souper.
Ma sœur, pianiste, cabotine, indocile et indignée, rieuse, écrivaine et impatiente, a trouvé la mort entre les mains d'un homme que l'on cherche encore, a-t-elle ajouté, évoquant au passage la Journée internationale des droits des femmes. Or, même si les années ont passé, l'ex-sergent de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, assure que rien n'est perdu pour les proches des victimes de crimes non résolus, comme Marie-Ève Larivière, qui avait 11 ans au moment du crime. En 2004-2005, la Sûreté du Québec a relevé 400 dossiers non résolus qui ont fait l'objet d'une révision pour voir, par exemple, si dans certains dossiers, il était possible qu'on ait un cheveu, un poil, une goutte de sang avec lesquels, dans les années 70, 80 ou 90, on ne pouvait rien faire et qui aujourd'hui peuvent apporter des preuves, explique M. Brochu. Ces dossiers-là sont dans les cartons de l'équipe des dossiers non résolus et peuvent à tout moment faire l'objet d'une solution, ajoute-t-il, citant en exemple le dossier du meurtre de Sonia Raymond, survenu en 1996 en Gaspésie et qui est actuellement l'objet d'ailleurs d'un procès. Il faut toujours avoir de l'espoir, il faut se dire que quelqu'un, quelque part, c'est quelque chose. À mesure que la science avance, les chances de résoudre un dossier aussi vieux que 20 ou 30 ans augmentent. L'ex-policier de la Sûreté du Québec explique également que souvent, les enquêteurs savent qui a commis le crime, mais qu'ils ne peuvent le traduire en justice, faute d'une preuve solide qui ne passerait pas le test des tribunaux. On a dans certains dossiers une idée assez fermée de qui est l'auteur du crime. On appelle ça dans le milieu une preuve de police, c'est-à-dire que tout porte vers un individu, mais en fait, de faire la preuve devant les tribunaux, c'est toujours compliqué parce que c'est une preuve hors de tout doute. Importante saisie de drogue et d'armes à feu à Laval, une perquisition effectuée dans le cadre d'une enquête sur un réseau de distribution de stupéfiants a non seulement permis aux policiers de trouver de la drogue, mais aussi plusieurs armes d'assaut et des munitions sur le territoire de Laval. L'opération qui a été menée le 12 janvier, mais ce n'est que le 9 mars, soit près de 2 mois plus tard que la police de Montréal a dévoilé ces informations au sujet de cette importante saisie. L'enquête menée par les enquêteurs du module anti-gang de la section du crime organisé du SPVM a conduit les forces de l'ordre à la résidence de Nicolai Cataline Vinersar à Laval. Sur place, les policiers ont découvert des stupéfiants, de l'argent comptant et plusieurs armes à feu. Aucune, d'ailleurs, de ces armes n'était enregistrée. Connu des milieux policiers, Nicolai Cataline Vinersar, âgé de 50 ans, a été arrêté et a comparu sous 14 chefs d'accusation, dont possession d'armes prohibées, possession d'armes à autorisation restreinte et possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. C'était récemment la Journée internationale des femmes. C'est un regroupement d'ailleurs de femmes à l'AFEAS, un groupe bien dynamique ici sur le territoire lavallois. Et j'ai en ma compagnie Mme Mariette Gilbert, qui est présidente de l'AFEAS ici de Laval, et aussi Mme Hadi So, qui sont avec nous pour nous parler du travail invisible, journée spéciale qui aura lieu le 2 avril prochain. Et puis, merci d'être tout d'abord avec nous aujourd'hui. Et pour revendiquer, pour faire preuve de travail invisible, je pense que vous êtes un peu les meilleurs porte-étendards de ça, parce qu'il faut quand même préciser aux gens que l'AFEAS, c'est du bénévolat, que ce que vous faites. Alors, les revendications, vous êtes bien placés pour pouvoir les faire, ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes, là, quand même. Tout à fait. Et on veut préciser le travail invisible chez la femme parce que je pense que c'est méconnu des gens, cette chose-là. Oui, même en 2017, il y a beaucoup de méconnaissances sur ces rôles-là. À l'AFEAS, on se concentre sur le rôle parental et le rôle de personne aidante. Voilà, donc comme elle l'a dit, ça concerne vraiment les femmes, donc les proches aidantes, le bénévolat aussi, mais la FEAS ne prend pas en charge cet aspect-là. Mais quand on parle de travail invisible, c'est quoi? C'est des tâches domestiques? C'est des tâches où elles sont non rémunérées? Non rémunérées, exactement. Les tâches domestiques, les tâches de proches aidantes. Dans les pays en développement, on parle aussi des tâches artisanales et de tout ce qui permet de pourvoir aux besoins de la famille, puis qui est fait par les femmes. Ce travail là-dedans. Oui, mais en fait, c'est rendu que c'est normal que ce soit les femmes qui font ce travail-là, mais ce qui n'est pas normal, c'est que ça ne soit pas quantifié puis que ça ne soit pas pris en considération. Et pourquoi on en est... je veux dire, c'est souvent, on parle souvent justement d'améliorer avec récemment la Journée internationale de la femme. On a beaucoup milité, puis on milite souvent, mais justement, pourquoi on en a encore
encore là? Pourquoi il n'y a pas encore plus de reconnaissance auprès des femmes qui font ce genre d'actions-là, qui sont vraiment de bonne façon? C'est que le constat, c'est que tous ces rôles-là, qui sont majoritairement assumés par les femmes, entraînent un appauvrissement tout au long de la vie des femmes, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance concrète et, comme disait Hadi, que ce n'est pas comptabilisé, quantifié. Alors, c'est une perte d'argent aussi? Non, en fait, ce n'est pas une perte d'argent, c'est de l'argent qui est rentré, mais qui n'est pas estimé. Okay. Si on se réfère, par exemple, au Canada, je pense que la dernière estimation date de 92, puis quelque part, on parle de 34% du PIB. Aïe, aïe. Oui, donc c'est important. Donc, si les femmes contribuent pour 32 et plus ou 34% du PIB, c'est quand même normal qu'elles reçoivent en contrepartie quelque chose, des mesures d'accompagnement qui leur permettent à ces femmes-là, qui ne sont pas salariées la plupart du temps, de bénéficier de ce travail-là. Faire le parallèle super rapide, mais il y avait eu les CPE dans les années 90 qui ont été créés et les femmes en majorité qui y travaillent contribuent justement à un retour sur l'économie. On voit l'apport qu'elles font et tout ça, là. Parce que le travail invisible, en fait, c'est le travail que s'il n'est pas accompli par les personnes qui le font, il va devoir être fait de toute façon et il y a de fortes chances que ce va être une personne qui va être rémunérée qui va le faire. Okay, donc un homme souvent qui... Oui, ou même le simple fait de dire que si on ne peut pas prendre soin de la personne malade, il va falloir quelqu'un qui en prenne soin, qui va peut-être être un présupposé, une infirmière, et qui va être rémunérée. La tierce personne va être rémunérée. Et est-ce que dans des pays peut-être qui sont un peu moins développés, est-ce que ça peut se transposer à des enfants qu'on leur impose cette tâche-là? Donc, ils ne peuvent pas aller à l'école, perdre d'éducation. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, mais souvent, on parle plutôt de tâches effectuées par les femmes, mais ça peut être aussi effectué par les enfants. Tout ce qui est corvée agricole, travail artisanal, puis qui n'est pas rémunéré. Donc, dans les pays en développement, c'est essentiellement cet aspect-là. Puis ça contribue énormément à l'économie. Tout à fait. Bon, dans les pays développés, comme disait Mariette... Donc ici, au Canada, au Québec, ça existe. Puis moi, l'image que je donne souvent à Mariette, c'est que c'est comme les frais fixes de la société. C'est-à-dire, quelque part, que tu le veuilles ou non, ça doit être fait. Puis que ça a un coût. Donc, ce coût est là, mais la femme n'en bénéficie pas. C'est ça. Et c'est essentiel que ce travail-là soit fait. La survie de la société en dépend. Bien, puis les femmes, puis moi, je suis un féministe, je n'ai pas peur de l'affirmer. Et puis, c'est clair qu'il y a une sensibilité qui se dégage de vous, les femmes, qui, dans plein de situations, je pense que vous êtes... je ne dénigre pas l'homme, mais je pense que vous êtes mieux armés pour faire face à certaines situations avec votre sensibilité, votre lecture, vous avez plus de recul, je pense, de manière générale sur les choses. Alors, je suis pour, comme vous, je pense qu'on doit y aller davantage dans cette acceptation, mais plutôt qu'on le voit clairement. Et vous faites d'ailleurs un brunch bénéfice, c'est le 2 avril prochain, un panel aussi lors de cet événement. Oui, c'est ça. Alors, on a un panel avec 3 invités, vraiment des femmes très importantes, chacune dans son domaine, des sommités dans leur domaine, oui. Alors, on a Madame Ruth Rose, qui est professeure associée au département d'économie à l'UQAM. Evelyne Couturier, qui est chercheure à l'IRIS, l'Institut de recherche... C'est dur, c'est dur, hein? Et des formations socio-économiques. Et Hélène Cornelier, qui a été responsable de dossier à la FEAS et qui est aussi personne aidante, qui connaît bien ce dossier-là. Les deux penchants. C'est ça. Et notre marraine d'honneur cette année, c'est Hélène Bello, qui, elle, est professeure à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, qui est auteur et qui vient de publier un livre avec Delphine Lobet, L'amour et l'argent. Et ça touche en bonne partie l'union de fait.
Et elle a aussi participé à un documentaire Sur la question. sur la question. Il me reste plus beaucoup de temps, mais je rementionne ce brunch conférence le 2 avril. C'est du nombre de travail invisible et fiscalité au féminin dans le cadre de la Journée nationale du travail invisible. C'est le 2 avril. Puis on invite les gens donc à être présents. C'est au pavillon du Bois Papineau sur le boulevard Saint-Martin-Est. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. C'est super gentil. Il faudrait mentionner qu'il faut acheter les billets avant le 26 mars. Ce serait très important. Bien, merci. Tout va être affiché. Parfait, sur le site web déjà au bas de l'écran. Merci encore à vous. Merci. Salutations à tous nos auditeurs. Notre volet culturel aujourd'hui nous permet de vous faire rencontrer une artiste que vous avez sûrement vu les œuvres, Diane Bérubé. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Ça me fait plaisir d'être ici, moi aussi. Et Diane, où nos auditeurs peuvent avoir vu vos œuvres quand même? En quelles circonstances? Oh mon Dieu, d'abord, j'ai un grand site Internet à www.dianebérubé.com, mon nom, tout simplement. Et puis, j'ai été souvent en public. Initialement, il y a plusieurs années, j'étais au marché Opus Saint-Martin. Ah, ben oui. À chaque fin de semaine, j'étais là. Vous faisiez de la peinture en direct à ce moment-là? Oui, je faisais de la peinture en direct. Puis, ça me permettait, en tant que petite maman monoparentale de 2 enfants, d'avoir un kiosque gratuitement, puis de faire valoir mon talent et puis de gagner ma vie. Fait que c'était excellent. Mais on vous a bien connu aussi pour la reproduction de peinture de nos joueurs de hockey. Oui. Oui. Parce que j'ai eu une forte demande, étant donné que je suis une artiste peintre réaliste, et puis je peins des personnages qui sont tellement vivants sur la toile qu'on m'a demandé à un moment donné, est-ce que tu pourrais peindre des athlètes de sport, etc. Et puis, j'ai peint beaucoup d'athlètes de hockey. Je suis artiste peintre officielle des Alouettes de Montréal aussi. Ah, des Alouettes? Oui, les Alouettes. Et puis, je crois, de la Ligue nationale de hockey aussi. La Ligue nationale, les arbitres de la Ligue nationale m'engagent depuis environ 4-5 ans. Pour peindre les arbitres qui prennent leur retraite là, dans une grande scène avec des arrière-plans de foule et de patinoires et tout. Là, je leur fais quelque chose de bien. Là. Mais ce talent-là, vous l'avez exploité. Vous étiez tout jeune lorsque vous avez commencé? Bien, j'avais une dizaine d'années lorsque j'ai constaté que j'avais un talent pour faire les portraits. Puis je savais dans ma tête que c'était ça que j'allais faire plus tard. Ah, vous saviez déjà? Oui, puis je vais avoir bientôt 59 ans. Fait que ça fait comme... Hein? Ça fait longtemps. Bien, je comprends. Alors, mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes encore très en demande pour toutes sortes de travaux, de peinture. Je vois ici, vous allez nous présenter une photo. Expliquez-moi donc cette photo-là. La Ville de Laval m'a commandé le portrait d'Alexandre Despatie. Dans le but de lui remettre, parce qu'il prenait sa retraite de la natation, du plongeon plutôt. Et puis, en même temps, bien, c'était pour corroborer l'événement où il partait sa fondation pour aider les jeunes athlètes de Laval. Je me souviens pas du nom de la fondation, mais il a parti une fondation. Et puis, c'était un gros événement à Saint-Vincent-de-Paul. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, c'est une belle réussite quand même, disons que les gens peuvent admirer. Dites-moi, vous avez fait aussi des photos pour des films. Oui, je peins à l'occasion pour des films québécois. On me demande de peindre des personnages particuliers, dont le film Guy Bard s'en va en guerre. Notre Majesté! Notre Majesté! On m'a demandé de peindre la reine. Oui. Pour le film Guy Bard s'en va en guerre, pour mettre dans le bureau du premier ministre qui était interprété par Paul Doucet. Par Paul Doucet. C'est impressionnant quand on voit notre tableau dans un film. Là. Ah oui. Mais j'étais bien heureuse qu'on me commande ça. Ça m'arrive à l'occasion. Lorsque vous avez commencé toute jeune, vous avez commencé déjà à l'âge de, je pense qu'à l'âge de 16 ans, vous pouviez subvenir à vos besoins en peinture. Oui, dès l'âge de 16 ans... Lorsque j'ai pu avoir des tubes de peinture à l'huile qui sont rentrés dans la maison avec l'huile de lin, térébenthine, tout ce qui sent mauvais, là. Parce qu'avant ça, mes parents n'étaient pas tellement d'accord, mais à ce moment-là, j'ai commencé à peindre tableau après tableau pour des clients, pour des voisins, monsieur, madame, tout le monde. Tous les gens qui venaient chez nous me commandaient des tableaux. J'avais toujours des tableaux à peindre.
C'est depuis l'âge de 16 ans. Ça n'a jamais arrêté. Ça a toujours été des commandes, c'est étonnant. Des commandes de tableaux. Maintenant, quel genre de peinture que les gens vous demandent surtout? Bien, c'est surtout le portrait. Le portrait, hein? Parce que c'est ma spécialité. Puis j'ai une spécialité encore plus précise, c'est que je peux peindre en couleur des portraits à partir d'anciennes photos noir et blanc. Ah oui? Et de les faire d'une façon tellement réaliste qu'on croit qu'ils ont été photographiés en couleur. Vous faites ça? Ah bon? C'est ma spécialité. Mais... J'ai peint pour la ville de Terrebonne 60 tableaux des anciens maires depuis les années 1850 jusqu'à nos jours. 60 tableaux? 60 tableaux. C'est du travail, ça, madame? Oui, ça a pris 2 ans et demi. Et puis, c'est les 3 villes fusionnées, c'est pour ça qu'il y en a 60, Ah, ouais, parce ouais. qu'il n'y a pas eu 60 maires. Non. En mais réalité, formidable ce que vous faites. Maintenant, quelle technique vous prenez maintenant? Est-ce que vous prenez encore la technique à l'huile ou bien si vous avez la technique à l'acrylique? Je préfère l'huile parce qu'on a beaucoup plus de précision avec la peinture à l'huile, précision du mélange de couleurs. Et puis, je travaille seulement avec les couleurs primaires. Avec les couleurs primaires seulement? Le rouge, le jaune, le bleu, blanc et brun. Un brun pour aller salir les couleurs, comme on dit, là, pour faire quelque chose de plus réaliste. Au fait, avec les couleurs primaires, vous donnez beaucoup de vie à vos peintures. Oui. Les fonds, quand même, sont très vivants. Oui. Bien intéressants. Oui. Bon. Est-ce que vous donnez des cours aussi, Diane? Bien, c'est arrivé dans le passé, mais j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment les locaux pour faire ça. Ce que je fais, j'ai fait un DVD. Oui. J'ai fait un DVD d'enseignement. C'est comme intermédiaire, là, pour quelqu'un qui a déjà une expérience des couleurs. Et je démontre de A à Z, du début jusqu'à la fin, comment peindre un portrait en peinture à l'huile qui soit extrêmement réaliste, là, presque en 3 dimensions. Et ça, je l'ai sur mon site Internet, en vente. Là, je l'ai oublié, je ne l'ai pas emmené aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors, si les gens veulent communiquer avec vous, vous avez un site Internet, naturellement. Oui, c'est ça. Quel est le titre de votre... sur Internet, simplement Diane Bérubé? Oui. On va sur Diane Bérubé, tout simplement. DianeBérubé.com. C'est formidable. Oui, c'est mon nom. Oh ben. Alors, Diane, quand même, vous allez continuer à faire du beau travail. Puis si les gens veulent communiquer avec vous, on a toutes les informations nécessaires sur Internet. Oui. Bien, Diane Bérubé, vous êtes une peintre qui fait honneur, qui fait rayonner Laval. Moi, je tiens à vous féliciter et à vous dire un gros merci. Bien, ça me fait plaisir, mon doux. Ça nous fait plaisir. Si je peux être utile, oui. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, d'accord. Au plaisir. On aura le plaisir de se rencontrer. Oui, mais merci. Bibliothèque humaine au Collège Montmorency. La Maison des grands-parents de Laval qui a organisé une 3e activité de bibliothèque humaine au Collège Montmorency le 28 février, où 9 aînés actifs impliqués au sein du comité intergénérationnel se sont transformés en livres vivants. Cet événement tenu en collaboration avec le service de la vie étudiante du Collège Montmorency et le département de francisation a permis aux aînés de dialoguer et raconter leur parcours de vie à une trentaine d'étudiants inscrits en francisation. L'activité a permis d'ailleurs à ces étudiants de vivre cette expérience enrichissante, leur donnant l'occasion de mettre en pratique leurs acquis de la langue française, tout en découvrant les nuances de la langue par le biais des accents, des intonations et des rythmes employés par les livres vivants. Ces derniers ont pu poser des questions et raconter eux aussi leur parcours migratoire. Marie-Hélène Germain, stagiaire étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université de Sherbrooke, a animé d'ailleurs ces rencontres en matinée et en après-midi. Seconde vie d'ailleurs pour les ordinateurs à Montmorency. Depuis le 6 mars, les étudiants du Collège Montmorency peuvent bénéficier gratuitement d'un ordinateur recyclé grâce au nouveau projet Don d'ordinateur deuxième vie, soit D02, qui vient de voir le jour. D'ailleurs, le principe est simple, donner un coup de pouce à des étudiants dans le besoin tout en assurant une deuxième vie aux ordinateurs de l'établissement scolaire qui auparavant prenaient le chemin de la récupération. Ils sont maintenant remis à neuf et redonnés pour les appuyer dans leur cheminement scolaire. Cette année, c'est 80 ordinateurs qui trouveront preneur. Les étudiants du département de technologie du génie électrique démontent bénévolement les ordinateurs usagés pour en assembler de nouveau avec les meilleures composantes disponibles. Les employés du collège recommandent les candidats pour qu'ils bénéficient du programme. Les étudiants ayant des difficultés financières, des enfants, des besoins psychosociaux ou des limitations fonctionnelles sont privilégiés.
Nous avons déjà donné une 50aine d'ordinateurs à des étudiants qui, sans nous, n'en auraient pas à la maison, mentionne par voie de communiqué un des instigateurs du programme, le conseiller en services adaptés, Luc Thomas. Ce projet est un bel exemple de coopération et d'entraide, ajoute l'agent de service social, Frédéric Lapointe. En impliquant plusieurs acteurs du collège, il aide à la réussite scolaire. Pour assurer que ceux-ci obtiennent un ordinateur fonctionnel tout en respectant les licences logicielles, le système d'exploitation Linux et une quarantaine de logiciels libres sont installés sur les appareils. Une courte formation leur a été donnée et du soutien technique leur est aussi offert. Le collège s'est doté d'un plan stratégique 2014-2020 dans lequel il a pris l'engagement d'être un chef de file engagé dans son milieu et d'atteindre des objectifs d'éco-citoyenneté. Et ce programme, d'ailleurs, se situe dans cette optique. Les élèves de CAL préparent des repas pour les démunis. Le 6 mars, une 50aine de personnes défavorisées ont pris un repas festif préparé par le comité Soupe populaire de l'école Curie-Antoine Labelle en collaboration avec la Soupière de Sainte-Rose. Créé par une élève de la 5e secondaire en 2014, ce projet consiste à réchauffer les cœurs des personnes démunies de la communauté par la préparation de repas complets ainsi que diverses activités dans une salle décorée selon la thématique. Le bénévolat d'une vingtaine d'élèves a permis d'ailleurs de nourrir ces gens au sous-sol de l'église Sainte-Rose de Lima. Nous attendions une centaine de personnes, souligne Brianna Turp, une des coordonnatrices de l'événement. Et sur le coup, nous étions déçus. Toutefois, les gens ont bien mangé. Certaines personnes en ont repris. Je me suis levé à 4 heures pendant la semaine de relâche et j'en suis fier, enchaîne-t-elle. Le bénévolat est important pour moi. Cette activité m'a permis de nous rassembler et de partager des moments chaleureux et mémorables. J'aime donner à ma communauté. La jeune élève de 3e secondaire était heureuse de pouvoir bénéficier de 1 000 $ venant du député de Sainte-Rose, Jean Abel, pour soutenir l'activité. C'est impressionnant de voir la mobilisation de nos jeunes qui se sont surpassés au bénéfice des personnes dans le besoin, a indiqué dans un communiqué M. Abel, qui a aussi mis la main à la pâte en aidant les jeunes. Avec cet argent, nous avons investi 700 $ dans la nourriture et 200 dans les produits d'hygiène, des savons et des cadeaux. Nous avons choisi d'exploiter la thématique de Pâques, mentionne brillamment Turp. Nous avions également demandé aux enseignants et élèves d'apporter un cadeau. Toutes les personnes sont reparties avec un présent, ajoute-t-elle. Liette Massé, présidente et fondatrice de la Soupière Sainte-Rose, organisme qui existe depuis maintenant 20 ans, était fière du résultat. Pour la réalisation de cet événement, les élèves ont pu compter sur Christian Roy, animateur spirituel et d'engagement communautaire, et Geneviève Boulos, enseignante, responsable du comité Soupe populaire. L'Attel fait plus de place à connecter pour ses 10 ans. Présentant bientôt la 15e production de son histoire, l'Académie théâtrale L'Envol de Laval pousse plus loin le concept de théâtro-description qu'elle a lancé en octobre 2014 pour favoriser l'accès des malentendants et non-voyants aux arts de la scène. Depuis septembre, l'entreprise d'économie sociale Connect-T, service d'audio-description, a pris le relais de la compagnie de théâtre lavalloise pour promouvoir l'accessibilité universelle autant sur le plan culturel que sportif. 5 diffusions culturelles sont déjà au programme cette année. Nous avons entrepris une étude de faisabilité financée par notre principal partenaire dans l'aventure, la Ville de Laval, d'indiquer M. Noël, qui préside l'organisme à but non lucratif. Pour lancer les festivités de son 10e anniversaire, l'Attel s'offre une comédie déjantée signée Anthony Mariotte et Bob Grant, Sous-sol à louer, dont la mise en scène est assurée par Valérie Gagnon-Laniel. Ici, une personne se retrouvant sans travail décide de réserver son sous-sol à plusieurs locataires, pensant à chacun qu'il est seul à disposer des lieux. Ce sous-sol devient un boulevard rempli de quiproquos et situations loufoques, de souligner Sylvain Noël, qui d'ailleurs assume l'un des personnages de la pièce, aux côtés des Chantal Dubé, Cynthia Pouliot, Hélène Fournier, Louis-Philippe Beauchamp, Maxime Coulombe, Monica Choukassi et Sacha Bénard. En une décennie, une soixantaine de comédiens ont pris part au projet de l'organisme reconnu par la Ville de Laval depuis juin 2009, se produisant devant près de 10 000 spectateurs et se rendant jusqu'en France en 2012. Ce sera une année faste au niveau théâtral. Nous offrirons 2 autres productions, dont une autre comédie en août, pour bien marquer notre anniversaire sur la scène de la Grangerite, d'ajouter M. Noël. L'Académie théâtrale L'Envol de Laval présente la comédie Sous-sol à louer les 25 mars à 20h et 26 mars à 15h à la Maison des Arts de Laval.
Évidemment, ben là, ça paraît pas ces derniers temps avec la température qui n'a pas été très, je dirais, vraiment de notre goût. Et à l'approche du printemps, les travaux qui vont poindre dans notre esprit. Et pour nous parler de tout ça, justement, pour revamper peut-être votre cuisine, votre salle de bain aussi, elle vient de façon sporadique nous parler de travaux à faire d'intérieur. Elle est designer d'intérieur avec sa propre entreprise Décor Influence. C'est Marie-Ève Allard qui est là. Salut, Marie-Ève. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Oui, on commence à y songer. Malgré que le temps froid, la neige qui nous a tombé dessus tout récemment. Et bon, avec ce que toi, ton métier, avec les projets aussi que tu te fais proposer de par les clients et tout ça, tu as constaté quelque chose d'assez précis, c'est que les gens ne se font pas un budget réaliste de leurs ambitions. Exactement. Souvent, les gens que je rencontre, ils n'ont aucune idée de la valeur des choses et ne sont pas prêts aux rénovations. Ils n'ont rien préparé à l'avance. Donc, moi, je veux peut-être aider les gens à faire leur devoir au préalable. Défaire des mythes aussi, peut-être un peu, puis dire la vraie réalité de ce que c'est. Exact. Parce que tu me mentionnais, entre autres, c'est sûr que ça dépend toujours de ce qu'on veut faire, là, mais tu sais, un budget, par exemple, de 5 000 $ pour une salle de bain, c'est pas logique. Là. Non, c'est pas réaliste. Malheureusement impossible. Moi, c'est sûr que je parle toujours de budget qui comprend tout. On parle de main-d'œuvre également qui est qualifiée. On parle de matériaux, de plomberie, etc. Fait que je vais essayer d'aider un peu les gens à se faire une idée réaliste. OK. Bien, commençons avec, entre autres, la première étape, c'est de déterminer ce budget-là, justement. Là. Exactement. Savoir combien qu'on veut investir dans nos rénovations, combien qu'on est à l'aise d'investir, pardon. Ouais. Puis aussi, c'est sûr, il faut toujours prévoir un extra. Ouais, dans le sens que, il y a des surprises en rénovation, on ne pourra pas se le cacher. On peut enlever un mur dans une douche, par exemple, puis trouver de la moisissure. Fait que à ce moment-là, il y a des étapes supplémentaires à faire. Fait que c'est des choses qu'il faut... On peut pas budgéter trop serré parce que là, honnêtement, c'est pas agréable pour personne de rénover. Pour le professionnel qui travaille avec nous et pour le client qui vit une période de stress. Aussi. Et là, par la suite, c'est quoi? C'est de définir ses besoins, ce qu'on désire, se faire un plan avec, par exemple, un designer d'intérieur? Ou... Oui, oui, je vais prêcher par ma paroisse, oui, c'est ça. Donc oui, c'est sûr que nous, on va venir aider à ça. Donc, on va rencontrer le client, on va évaluer les besoins, l'ensemble des besoins. On va être en mesure de donner une idée du budget. Mais tu sais, on dit toujours, il y a un budget réaliste. Une salle de bain, on ne pourra pas aller en bas de 12 000 grosso modo, main-d'œuvre qualifiée avec des licences incluses. Une cuisine, toujours autour de 20 000. Est-ce qu'on peut faire une salle de bain à 11 000 au lieu de 12 000, une cuisine à 17 000? Oui, c'est sûr, probablement. Mais ça nous permet de nous gager, puis on n'est pas dans du extra haut de gamme à ces prix-là. OK, c'est vraiment des choses qui sont abordables dans la première entrée ou presque. Là, Exactement, oui. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la main-d'œuvre peut nous coûter aussi cher, c'est pas plus cher que les matériaux. Est-ce que c'est pas de faire justement de bien choisir sa main-d'œuvre quand on parle de main-d'œuvre depuis tantôt? Oui, là, oui. Puis y a-t-il un moyen de se protéger aussi pour le client, pour le consommateur? Oui, bien c'est sûr de s'assurer que les entrepreneurs qu'on va engager soient avec des licences d'entrepreneurs généraux, d'électriciens certifiés ou de plombiers. Donc des références. Oui, des références. Ça peut être. C'est sûr que si on connaît quelqu'un qui a fait des rénovations, c'est la meilleure référence à avoir. On le sait que c'est bien passé. Sinon, il y a des plateformes sur Internet aussi où est-ce qu'on peut envoyer notre projet, qui vont nous envoyer à ce moment-là des entrepreneurs qui ont été vérifiés. Exactement. Ils vont venir nous rencontrer pour évaluer notre projet. Est-ce que c'est... Parce que c'est aussi... Quand on investit autant d'argent, une cuisine, une salle de bain, c'est d'y aller avec, nos goûts, mais aussi, on veut que ça perdure dans le temps. On investit pour plusieurs années, c'est ce qu'on veut. Alors, est-ce que c'est d'aussi penser à 5, 10, 15 ans, si on met tel type, par exemple, de plancher ou tel type de robinetterie, par exemple, qui pourrait ne pas être tendance dans quelques temps? Effectivement. Les choix des matériaux sont importants. On peut avoir des matériaux de tous les prix, ça, c'est pas un problème, mais c'est sûr de choisir des couleurs ou des motifs qu'on sait qui vont durer à travers les années, exactement, et qui vont pouvoir peut-être au niveau de la décoration faire un changement de temps à autre, exactement. Oui. Puis ça peut paraître bien banal ce que je vais dire, mais si, admettons, est-ce que ce serait même d'établir les électroménagers? Oui. Tu sais, même de choisir l'électroménager pour qu'il, non seulement dans sa forme, mais dans sa couleur, pour que, si on veut vraiment, là, on a vraiment un projet, là, qu'on part, là, puis on part en peur, là, puis on veut vraiment changer de A à Z, est-ce que c'est même de penser aux électroménagers? Bien, c'est sûr qu'on va valider. Je vais donner un exemple. On est un couple qui prévoit avoir des enfants. Il faut peut-être y penser dans notre rénovation pour ne pas avoir à changer les électros dans 5 ans, idéalement. C'est sûr aussi qu'une cuisine, exemple sur mesure, va être dessinée en conséquence des dimensions des électroménagers.
Donc, c'est important de faire le bon choix à l'avance. Si on n'aime pas l'entretien, peut-être pas se tourner vers le stainless, par exemple. ouais. Il y a des nouveaux matériaux maintenant qui sont... C'est ça, avant d'entrer en ondes, là, je te parlais de la mélamine, puis là, je te disais à quel point que moi, je n'étais pas un petit grand friand de tout ça, mais c'est quoi? C'est revenu au goût du jour? Oui, la mélamine est toujours présente. Les choix de mélamine ont beaucoup changé, les finis de mélamine ont changé et la qualité aussi a évolué. Je suis un peu sceptique, mais c'est toi l'experte, je Oui, te crois. Donc, mais c'est ça, c'est sûr que c'est une façon aussi de pouvoir rénover sa cuisine à faible coût. Mais sinon, on peut toujours tomber dans le polyester, qui est une petite gamme en au-dessus, pardon. Puis, c'est au niveau des bandes de champ qu'on va s'assurer que ça ne frisera pas, que ça ne décollera pas avec les années. Est-ce que c'est encore, le quartz, le marbre? Mais quartz, marbre, granit, c'est sûr que c'est des produits, dans le fond, qui vont durer. Quand on dit qu'on veut faire une rénovation qui va durer à travers les années, le quartz va être beaucoup plus résistant qu'un stratifié. Mais là, encore là, c'est une question de coût. Si on veut vraiment respecter notre budget, est-ce que le quartz rentre à l'intérieur? On peut tripler le prix d'un comptoir avec un quartz versus un stratifié. Ah ouais? Oui. OK. Ça commence, quand tu disais tantôt de pouvoir commencer à échafauder vraiment notre budget, ça en fait partie de ces... parce qu'on peut il y a des vraiment... choses qui ne peuvent pas bouger. La main-d'œuvre, justement, en général, oui, on peut magasiner. Il va y avoir une différence de prix d'une équipe à l'autre, mais en général, c'est quand même similaire. Les matériaux, ça, on peut vraiment aller jouer là-dedans. Fait que c'est sûr qu'en engageant un designer, on va pouvoir vraiment travailler avec votre budget. Vous nous donnez votre budget, puis à ce moment-là, nous, on travaille avec ça. Bon, j'ai cette portion-là, main-d'œuvre, si on l'a évaluée. C'est aussi de se faire sortir des évaluations à l'avance. Fixer nos prix pour ne pas avoir des surprises en cours de projet. Puis j'encourage toujours les gens à aller vers des soumissions à prix fixe et non des travaux à l'heure. C'est sûr que dans certains cas, les entrepreneurs ne peuvent pas le faire parce qu'il y a trop un lot de surprises qui s'en vient dans le projet. Mais en général, si on peut faire fixer un prix d'avance et le geler finalement, mais ça nous permet de respecter notre budget plus facilement. De moins dépasser. Puis à ce moment-là, c'est à nous de décider, rendu là, si on veut ou non prendre cette décision-là. Et est-ce que, parce qu'on a parlé beaucoup en début d'année de la cuisine, des robinetteries, couleur bronze, est-ce que c'est la même chose pour la salle de bain? Est-ce que c'est le même penchant? Est-ce que la robinetterie couleur bronze, c'est encore très tendance aussi? Oui, c'est encore très tendance. C'est quand même des couleurs qui vont justement, quand on parle de durer à travers les années, ça reste des matériaux nobles, donc ça va durer à travers les années sans problème. Là. OK. Jonathan, tu as ta réponse. Un de mes amis qui change présentement, qui se vient d'acheter une maison, puis bref, qui veut justement changer sa robinetterie. Puis je savais que côté cuisine, c'était très tendance, mais côté salle de bain, je savais pas. On va retrouver vraiment les mêmes tendances similaires dans une salle de bain, dans une cuisine. C'est plus au niveau de l'ergonomie et qui vont être changés un peu. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup d'aller nous parler de tout ça. Puis véritablement, je pense qu'on est mieux armés pour faire face à nos prochains projets. C'est avec plaisir. Merci. Projet très innovateur ici sur le territoire lavallois, projet d'économie sociale qui peut avoir de très belles retombées sur la population ici lavalloise. On précise le tout avec deux des membres d'ailleurs du conseil d'administration. C'est de connecter Eduardo Dacosta, qui est aussi directeur général ici de TVRL. Salut Eduardo. Salut. Merci d'être là. Et M. Sylvain Noël, donc, qui est le président du conseil d'administration de Connecter, projet d'économie sociale. Tu es l'administrateur aussi, j'ai oublié de le préciser. Puis je trouve ça le fun de la manière que tu l'emmènes parce que avec Connecter, c'est complètement nouveau. C'est complètement un nouveau projet, une nouvelle identité vraiment qui est importante. Puis il faut vraiment faire la distinction entre tout. Sylvain nous dit souvent, quand tu pars une boulangerie, tu as un point de référence. Dans Connecter, nous autres, on s'en va vraiment pour les personnes malentendantes et les personnes non-voyantes. C'est vraiment un projet... C'est ciblé, là. C'est vraiment très, très, très ciblé. Puis c'est innovateur, hein? C'est complètement innovateur. Puis je pense que Sylvain est vraiment bien placé pour nous parler vraiment du projet Connecter. Quand ils m'ont approché pour être dans le CA, tu peux pas embarquer dans un projet comme ça parce qu'on n'en connaît pas nécessairement, mais on en voit souvent des gens non-voyants, on voit souvent des gens malentendants. On a entendu beaucoup parler avec René Simard qui nous met ça, mais on sait qu'il y a des solutions puis qui finissent par entendre ou semi-entendre. Mais avec Connecter, c'est justement pour ces gens-là et ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir tous ces outils-là. Sylvain, son histoire est remarquable et quand il m'a approché, et aussi que les autres membres du CA ont dit « Attends,
faut essayer de au porter moins ça plus loin. Là. clairement. Puis c'est vraiment, il va t'expliquer comment ça justement, fonctionne. on est rendu là. Ce que c'est le où, quand, comment, pourquoi de ce projet-là, si vous voulez nous l'expliquer aux gens également à l'écoute. Oui, absolument. L'historique de tout ça, c'est que ma sœur, Sylvie Noël, est devenue soudainement aveugle lors d'une chirurgie en 2012. Et comme accompagnateur, on s'est aperçu qu'au niveau culturel, il n'existait rien. Il n'y avait pas d'offre. Non, pas du tout. Pas de pièces de théâtre ou de shows d'humour ou même de aucun loisir. Il n'y a aucun loisir culturel n'existait. Alors là, étant donné que la troupe qu'on a fondée avec ma famille en 2007, on a décidé d'innover et de développer ça avec des bénévoles. Bien, la troupe, d'ailleurs, qui est très, très active, très dynamique. On parle de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, qui est présentement, d'ailleurs, en production avec Sol à louer. Oui, exactement. Et si on revient un petit peu au projet, justement, est-ce que vous avez, pour développer ce connecté, donc c'est quoi? C'est des appareils qui aident, par exemple, les personnes malentendantes à entendre, finalement? C'est la même application avec un simple téléphone intelligent ou un iPod ou un iPad. Les gens qui arrivent dans nos représentations à nous ou tout autre organisme qui utilise nos services n'ont qu'à se brancher via une application. C'est une application Sennheiser Mobile Connect. Et là, à ce moment-là, les gens malentendants ou non-voyants n'ont qu'à choisir le canal qui leur convient. Mais c'est la même application sur leur téléphone intelligent. Alors là, ce système-là, nous l'avons depuis 2 ans. Nous l'avons développé et la demande grandit. Mais au-delà de ça, le concept est en train de devenir une entreprise d'économie sociale. Okay. Puis ce qui est important aussi d'expliquer, c'est cet appareil-là, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est ça qui est intéressant. C'est ça aussi que je voulais... Effectivement, c'est ça. C'est que quand tu vois une pièce de théâtre, à un moment donné, ils l'entendent un petit peu, mais où les non-voyants... Tu as quelqu'un qui fait de la narration puis qui dit, il se dirige, qui explique qu'est-ce qui se passe devant. Bon, il se dirige vers les coulisses ou il vient de faire une jambette à l'animateur. C'est vraiment, tu as quelqu'un qui t'explique. Est-ce que c'est un peu comme la télévision pour ce qu'on écoute parfois, là, on a un logo dans le coin de l'écran? Oui, un D avec des parenthèses devant. Ils disent, cette émission est disponible en vidéo description. Exactement. Donc, c'est le même processus. C'est le même processus. La différence, c'est qu'à la télévision, c'est enregistré. Nos narrateurs à la Maison des Arts ou ailleurs, c'est live. Ouais. Ils doivent faire la narration live avec tous les imprévus qui viennent avec. Et alors, est-ce que finalement, par la suite, ce que vous réalisez comme argent, finalement, on sait que c'est une économie sociale quand même, ça a des fins aussi pour redonner en quelque sorte. Est-ce que vous redonnez cet argent-là ou... À ce stade-ci de notre développement, je vous dirais que tous les argents que nous recueillons de la vente de nos billets de spectacle sont réinvestis dans le développement de l'entreprise d'économie sociale et aussi dans l'étude de faisabilité qui est en ligne en ce moment. Là, il y a un sondage présentement qui est en ligne. Sur votre page Facebook, notamment, c'est disponible. Donc, ce sondage-là, concrètement, il vise à quoi? Quelle direction vous voulez prendre à la suite de ça? Bien, ce sondage-là pose des questions aux personnes non-voyantes et malentendantes sur leurs habitudes de sortie. Mais comme vous le savez fort bien, les personnes non-voyantes n'ont pas d'habitude de sortie. On est les seuls au Québec à faire ça. Puis ce qu'on voudrait, tu sais, le rêve le plus fou, c'est que les cinémas Guzzo, par exemple, embarquent dans un projet comme ça, puis qu'on permettre à ces gens-là, comme quand tu étais à la télévision, mais qu'on leur permette d'aller au cinéma, à la salle 4, puis tu es certain de pouvoir avoir le système connecté, puis de pouvoir profiter du film. Même la Place Belle, bientôt, qui va être inaugurée. Absolument. Aller voir un match de hockey, là... Puis c'est vraiment l'importance du sondage, c'est de donner une chance aux malentendants, aux non-voyants, de pouvoir sortir, de pouvoir profiter de tout ce qui se passe. On les oublie, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu sais, juste dans le monde artistique, on parle de Ginette Renault qui entend mal d'une oreille, Chantal Lacroix qui entend mal, Phil Collins, il y en a plein. Puis on a des chanteurs d'opéra qui sont non-voyants, qui ont fait des miracles, tu sais. Mais Bocelli en est un. Bocelli en est un, mais Bocelli, le problème qu'il y avait, c'est que les non-voyants ou les malentendants ne pouvaient pas
profiter de ça avec un système qu'on est après faire. Puis ça vient de chez nous, là, tu sais. On pourrait révolutionner tout ça et il faut le faire aussi. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir, peut-être pour les gens qui sont à l'écoute, de vous aider? Le sondage. Le sondage, carrément. Le sondage, carrément. Ça revient à ça. D'aller sur le site Internet de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, qui est au www.théâtre-l'envol.ca. Vous le voyez en dessous de votre écran. Exactement. Ou sinon, peut-être d'acheter vos billets, d'aller voir les spectacles aussi, des théâtres. Ça, c'est un sondage live. Oui, c'est ça. Si on a 50 personnes au théâtre, ben c'est 50 personnes qui ont pris la peine de se déplacer et qui sont là. Voilà, donc c'est possible. Puis vous avez présentement d'ailleurs une pièce de théâtre, Sous-sol à louer, qui est en production. Exactement. Il y en a une cet été, je crois aussi. Oui, Camping... au mois d'août, Camping Giroux et Le Millionnaire. On présente exceptionnellement durant l'été pour souligner le 10e anniversaire de l'Envol. De l'Envol. D'ailleurs, bravo pour votre implication. C'est vraiment, puis toi aussi, Eduardo, vraiment, c'est une belle façon de redonner, justement. Alors, invitons les gens, encore une fois, c'est connecté. Vous avez vu les informations au bas de l'écran, et puis c'est pour une très bonne cause. Oui, on a vraiment besoin que les gens participent à ce sondage-là, parce que, comme on disait, c'est une nouvelle entreprise, c'est un démarrage, et puis pouvoir avoir le droit à tout ce qui s'appelle de subventions, ou même Ville de Laval qui nous aide, ou quoi que ce soit, on a besoin de partir quelque part, et c'est ce sondage-là qui va faire la différence pour les malentendants et les non-voyants. On a vraiment besoin d'un coup de main là-dessus. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Ouverture officielle de l'Aréna Saint-François, le bras droit du maire David de Cotis et l'Olympienne Nancy Drolet ont procédé à une cérémonie protocolaire le 9 mars, marquant l'ouverture officielle de l'Aréna Saint-François. Les citoyens ont pu participer à une journée d'activités spéciales tenue dans le cadre de la relâche scolaire. Et outre le hockey et le patin libre, les gens ont pu prendre part à une conférence sur le parcours professionnel de la hockeyeuse et médaille olympique Nancy Drolet. Le coût des travaux de rénovation a frôlé les 5 millions de dollars. Et outre le remplacement du système de réfrigération par un système à l'ammoniac plus performant et bénéfique pour l'environnement, la dalle de la patinoire, les bandes, les gradins et l'éclairage ont aussi été remplacés. On a procédé à la mise aux normes des systèmes de ventilation et de chauffage. Il y a également eu l'amélioration de la sécurité du bâtiment pour les usagers en enlevant 2 colonnes et déplaçant la porte servant d'accès à la glace. L'agrandissement de l'entrée principale, du hall et le réaménagement de la concession alimentaire font également partie des travaux majeurs. L'Aréna Saint-François n'est pas le seul à avoir connu une cure de rajeunissement au cours des derniers mois. C'est aussi le cas de l'Aréna Yvon-Chartrand à Saint-Vincent-de-Paul et de l'Aréna Samson à Sainte-Dorothée, dont l'inauguration d'ailleurs est prévue très bientôt, soit en avril. Abel ajoute l'argent avec son partenaire Imbo du Lac en Chine. Jennifer Abel a ajouté le 10 mars une 2e médaille à son palmarès à la seconde étape des séries mondiales de plongeon présentées à Guangzhou, en Chine. Elle a accroché la médaille d'argent à son cou à l'épreuve synchronisée mixte aux 3 mètres en compagnie de son partenaire Vincent Imbo du Lac. Le duo d'ailleurs a récolté 326 points, 16 après leurs 5 sauts. Les Chinois Hang Wan et Xan Li ont été couronnés grâce à un pointage de 333 points. Et les Australiens Madison Kenny et Dominic Bedgood ont suivi sur la 3e marche du podium. La veille, Abel avait remporté le bronze aux 3 mètres synchro avec sa nouvelle partenaire, Mélissa Citrini-Beaulieu. Je suis très contente de notre performance, a ajouté Jennifer Abel à sport.com. François et moi n'avons pas eu la chance de nous entraîner cette semaine parce que l'horaire était très serré. C'était une compétition très forte, tout le monde plongeait très bien, alors nous sommes très heureux. Abel a également participé à l'épreuve individuelle de 3 mètres où elle a terminé quand même une place honorable au 4e rang. Les Chinoises Tig Mao Shi et Yanni Chang ainsi que l'Australienne Madison Kenny ont eu le meilleur sur la Lavalloise. Une erreur commise à son 2e passage sur la planche l'a privé d'une médaille. Je suis extrêmement content de la façon dont ma journée s'est déroulée. Ceci a été très difficile pour moi, par toutefois en demi-finale, de conclure Abel. Des parents qui sont déchirés, la mère des frères Areli Mana et Maoutsa et leur beau-père, Fernando DiCaprio, ont le cœur déchiré depuis la signature de Keane avec le Rouge et Or. Parions qu'ils seront installés dans les gradins sur la ligne de 50 au beau milieu du terrain pour les encourager lorsque les 2 frères croisent le fer.
Ils feront comme les parents de Peyton et Eli Manning qui portaient un chandail avec une moitié des Colts d'Indianapolis et des Giants de New York dans la NFL. Moi, je vais porter un chapeau moitié rouge et or, moitié carabin, souligne fièrement Fernando. On commence à s'y faire, admet la mère. King voulait être plus autonome et devenir un homme en s'éloignant de la maison. J'aurais été plus inquiète s'il avait décidé de poursuivre sa carrière à Vancouver avec UBC, loin de la maison. S'il devait lui arriver quelque chose, une blessure, il serait trop loin à Vancouver pour que je puisse l'aider. Ça va être plus facile à Québec, poursuit-elle. Madame Utuza s'est dite fière de sa progéniture, ce qu'elle est devenue. Emma et Fernando ont toujours priorisé les études avant le football. Ils se considèrent des parents choyés. Nos fils étudieront et pratiqueront le sport qu'ils aiment à un haut niveau, indique-t-elle. Ils d'ailleurs prendront chacun leur chemin. Nous allons faire des prières pour que mes fils connaissent de bonnes parties, termine Emma Utuza. L'égalité dans la série Laval-Jonquière, les Prédateurs de Laval et les Marquis de Jonquière qui se sont divisés les honneurs en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine. La troupe d'Éric Hallé, qui a terminé au 6e rang du classement général, a surpris les champions du calendrier régulier en les blanchissant 2-0 lors de ce premier affrontement le 10 mars à Jonquière. Éric Laplante et Steve Pelletier ont fait bouger les cordages dans le camp lavallois. La grande vedette de la rencontre a été le gardien Adam Rousseau. Ce dernier, d'ailleurs, a repoussé les 38 tirs des Marquis. 2 jours plus tard, Hugo Carpentier a permis aux Marquis de créer l'égalité dans la série en complétant son tour du chapeau dans un gain de 5-3 sur les Prédateurs au Colisée de Laval. Outre Carpentier, Samuel Groux et Juraj Kolnik ont aussi trompé la vigilance de Rousseau qui a reçu 43 lancés en sa direction et Alexandre Kennel a également bien fait pour les visiteurs, amassant 4 passes. Pourtant, les protégés de Hallé avaient pris les devants 2-0 dans la période initiale par l'entremise de David Massé et de Pierre-Luc O'Brien. L'autre filet des Lavallois est survenu au 2e tiers grâce à Francis Desrosiers. Notons que Massé a reçu un coup de bâton d'un rival après son but et il n'est jamais revenu au jeu. Antonio Ribeiro, qui est nouveau directeur technique au club de soccer Delta. Antonio Ribeiro, qui a pris sa retraite comme joueur professionnel en 2012, a décidé de faire profiter les jeunes du club de soccer Delta de sa vaste expérience. Il agit comme directeur technique depuis novembre dernier. Ribeiro, un ancien joueur de l'Impact de Montréal, est associé à Delta pour les 3 prochaines campagnes. Il imite donc d'anciens joueurs de l'Impact qui ont occupé les mêmes fonctions dans des clubs lavallois au fil des ans. On n'a qu'à penser à Gian Leminiatis, Monteuil-Chemédé, Sandro Grande, Étoile de l'Est, et de Nevio Pizzolito dans le secteur Monteuil. Ribeiro n'a pas caché sa joie de relever ce nouveau défi. Son objectif à court terme est de les développer et de stabiliser les équipes. Un film de monstre, un film où on se dévore vivant. Oui, c'est le cas. Oui. Quand même. Avec Nicolas Vincent Poirier pour nous parler de cinéma. Belle entrée en matière avec Kong Skull Island que tu as vu, que j'ai vu et que j'ai aimé et que je me suis étonné à aimer. Mais en général, là, tous ceux qui ont vu la bande-annonce, tout le monde connaît King Kong premièrement. Ouais. Donc déjà, à la base... Au Super Nintendo. Vous aimez King Kong, vous allez aimer celui-là. Vous aimez la bande-annonce, vous allez aimer ça. Vous n'aimez pas King Kong ou la bande-annonce, des bonnes chances que c'est pas votre genre. Moi, c'était pas mon genre, mais par exemple, je reconnais ce que c'est, je reconnais la qualité du film, les acteurs, tout le monde est excellent dans leur personnage. Je reconnais ça. Et peut-être précisons que ce n'est qu'un début aussi. Parce que ce sera, je pense, une franchise, là. Non, mais un peu plus que ça. C'est que Legendary, la compagnie de production Legendary, a acheté les droits pour Godzilla et King Kong. Alors là, le but, c'est de faire comme Marvel, un univers cinématographique avec tous les monstres de King Kong et Godzilla. De créer comme un Justice League. Exactement. En 2020, King Kong et Godzilla, oui, monsieur, ça s'en vient. Vont s'affronter. Oui, mais de toute façon, il y a déjà eu un film, je pense, en 1940 ou 50, 60 en tout cas. Où c'est arrivé. Où c'est arrivé. Okay. Je ne me rappelle plus de la date, mais c'est déjà arrivé qu'on a vu King Kong contre Godzilla. Et là, justement, c'est ça va être cette méga franchise-là, mais ça va aller plus loin que ça, OK? Parce que Universal, en 2013, juste avant qu'ils achètent, justement, qui commence avec le Godzilla, ils ont fait un deal Legendary avec Universal pour que Universal aide à financer, à distribuer, aide au marketing, justement, de leurs films. Mais de leur côté, Universal, qu'est-ce qu'ils font?
ils font un univers cinématographique avec leurs monstres à eux. La momie avec Tom Cruise, c'est le premier qui commence cette année. Ma prédiction à moi, c'est à un moment donné, quand ils vont être à terminer la phase 1 de leur univers cinématographique Universal avec leurs monstres, ils vont intégrer Godzilla, King Kong avec tout ça. J'ai aucune preuve pour me baser là-dessus. C'est une prédiction. Je viens de comprendre pourquoi tu es toujours adepte de la théorie du complot. Dans tout ce qu'on se jase, en dehors des autres, tu es toujours adepte de ça. Alors, je pense que tu es aussi adepte de la théorie du cinéma. Exactement. Moi, des liens, j'adore faire ça, mais là-dedans, il y a une grosse logique à faire. Je suis persuadé que c'est ça qui va arriver. Bien, on saura avec le temps, mais si on se concentre sur Kong Skull Island, justement, d'ailleurs, belle impression pour les chiffres. Plus de 60 millions au box-office. 61 en Amérique du Nord, numéro 1 en fin de semaine, 185 millions dans sa première fin de semaine à travers le monde. Plus que satisfaisant, là. Oui, c'est bien, mais c'est évalué que le film va avoir besoin d'entre 450 millions et 500 millions pour arriver juste dans son argent. Le problème, c'est qu'en fin de semaine prochaine, tu as La Belle et la Bête qui sort. Donc là, ça va diviser le public. Donc, est-ce que King Kong va rester là longtemps au numéro 1? Je ne suis pas sûr. Tu sais, déjà que le film avait... Précisons aussi que c'est ce film de King Kong, on fait beaucoup de clins d'œil au premier King Kong des années 30. Il y a des clins d'œil dans le film qui sont précis, puis qui, d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu l'histoire, la saga King Kong, vous allez les repérer. Là. Bien, je te dirais que c'est un peu normal. Oui, il y a des clins d'œil, évidemment, mais il faut toujours y aller prudemment quand on commence une nouvelle franchise. Déjà qu'en 2005, ça n'a pas très bien marché, le King Kong en 2005. Il a fait de l'argent, oui, mais pas tant de profit que ça. Avec Naomi Watts, si je me rappelle bien. C'est en plein ça, le film de Peter Jackson. Donc là, il fallait vraiment y aller un peu en légèreté. En sécurité aussi. C'est ça, en sécurité. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est parfait comme ça, parce que leur plus gros challenge, c'est ça. Mais une fois qu'ils ont établi la base, ils peuvent en faire 8 autres s'ils veulent, puis il n'y aura pas de problème. Bien, et c'est toujours un peu la même histoire, en quelque sorte. On peut dresser le portrait les êtres humains sont, on peut dire, à la recherche donc un pendentif, voilà. Et finalement, il y a une confrontation et les différents acteurs, d'ailleurs, on a un petit peu parlé sommairement en début de chronique de ces acteurs, mais Brie Larson, c'est une étoile montante dans le domaine du cinéma hollywoodien. Oui. Elle a le physique de l'emploi. C'est c'est sûr. Et il y a également Tom Hiddleston et Samuel L. Jackson. Écoute, quel acteur, hein, quand même. Tout est parfait dans ce film-là. C'est même drôle. J'ai même ri. Moi, j'ai trouvé ça long, parce que c'est pas mon genre. Je peux pas dire que le film est mauvais, c'est pas mon genre. À un moment donné, j'ai trouvé ça un petit peu long, mais c'est selon mes goûts, tu sais. Mais ça ressemblait un petit peu, le film fait allusion aussi au film de guerre des années 70, tu sais, Apocalypse Now. Dans le fond, c'est avec la mitraillette, l'image d'un soldat avec la mitraillette, les films à la Chuck Norris aussi peut-être, les films pour ceux qui sont un peu adeptes de cinéma de ce genre-là, faire l'image. Et ce qui est bien, c'est que ce film-là a été, je me rappelle plus du nom du réalisateur, mais c'est un tout nouveau. Il a juste fait un film jusqu'à date, un petit film, un drame à comme 1 ou 2 millions de budget. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui a jamais fait un gros film? Parce que Guillermo del Toro, celui qui est responsable des films Hellboy, entre autres, on l'a approché pour réaliser ça. Sauf que Hellboy, ça a été un flop. Hellboy, non, ça n'a pas été un flop. Le premier n'a pas été un flop, mais il a fait Pacific Rim aussi, qui n'a pas été un flop. Mais tu vois, lui, il aurait apporté une touche particulière au film. Donc, pourquoi on va chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience comme ça pour gérer des gros budgets comme ça? C'est parce que le réalisateur, c'est un réalisateur télé. Et quand on embarque dans un univers cinématographique, on a besoin d'avoir le même look tout le temps. Un réalisateur télé peut arriver à ça. C'est pour ça que Joss Whedon, c'est lui qui a géré la première phase de l'univers cinématographique de Marvel. C'est un gars de télé. Il a fait Buffy, il a fait Firefly. Et c'est peut-être pour ça qu'on se reparle régulièrement des films de super-héros, puis de cette nouvelle tendance qui est bien ancrée dans les films de super-héros. De la façon dont on cantonne les personnages, de la façon aussi de faire la direction photo très obscure, sombre. Alors, c'est peut-être en lien avec ça, ce que tu viens d'ajouter, c'est-à-dire que ce sont des réalisateurs de télévision qui ont une base un peu différente que ceux peut-être des films qu'on a déjà consommés de super-héros de peut-être 15-20 ans.
c'est que un univers cinématographique, c'est comme c'est du travail en chaîne, OK? Et vu que c'est plusieurs personnages qui vont se rencontrer une fois de temps en temps, il faut que le look soit similaire. Tu regardes une série télé, c'est jamais le même réalisateur pendant la saison complète. Peut-être que le même réalisateur peut faire 3-4 épisodes, Ouais, mais c'est une série de réalisateurs en général. Mais ça veut dire qu'ils doivent respecter le look. T'sais, on prend comme James Bond. C'est un filon. C'est ça, c'est le filon. C'est linéaire, souvent. Oui, il y a des histoires, des intrigues, mais c'est souvent, effectivement, autour des mêmes personnages. Je te donne un exemple. Mettons dans James Bond, qui n'a pas vraiment de lien avec ça, mais quand même, James Bond, ça fait une cinquantaine d'années que la série existe et ça a quand même toujours un peu le même look. Bien, à un moment donné, il y a Tarantino qui est intéressé à réaliser un des James Bond. Jusqu'à date, ils lui ont pas laissé. Peut-être que ça va arriver, mais il y a plusieurs raisons à ça. Mais Tarantino on reste conservateur quand même dans mais il changerait totalement James Bond. C'est sûr. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça fait 50 ans que ça a le même look. Donc, est-ce que c'est prudent de faire ça? C'est un très bon questionnement et c'est un film à voir, c'est clair, au cinéma. Moi, j'invite les gens à y aller. Ah oui, en 3D, évidemment, oui. Tout à fait. Hey, merci. Bonjour à tous. Dans le volet culturel, c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme ordinaire, mais qui fait des choses extraordinaires. Jean-Guy Grenier, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Bon, bien, merci beaucoup. Jean-Guy Grenier, tu fais des dictionnaires. Tu publies beaucoup de livres, toi, dont des dictionnaires. Oui, parce que j'ai toujours travaillé en général avec des livres en anglais. En anglais? Alors, c'est pour ça que je me suis construit des lexiques, des vocabulaires, et c'est devenu des dictionnaires. Mais originalement, quel métier que tu faisais? J'ai commencé en 1956 comme électricien. Électricien? J'ai apprenti électricien, devenu électricien, et ça me fatiguait de trop travailler l'hiver à l'extérieur pour la construction. Alors, à ce moment-là, je suis allé étudier à Kingston, en Ontario, l'électronique. Ensuite, j'ai passé en automatisation. J'ai étudié à Minneapolis, à le Minnesota. J'ai aussi étudié à Cleveland, dans l'Ohio. Et de là, je suis passé en électronique, en radio, en télévision, à l'enseignement. Et j'ai même enseigné en secondaire 6 en télévision. Et de là, en automatisation avec Honeywell et dans les installations de conditionnement d'air. Ça veut dire que tout ce qui touche l'électricité, l'électronique, tu connais ça? Bien, c'est ça. C'était mes métiers. Et de là, à construire des lexiques anglais-français pour trouver les bons termes. C'est ça, tu t'es aperçu quand même qu'on ne pouvait pas opérer avec des termes français. Bien, ce que j'ai trouvé, même dans les revues françaises, on trouve beaucoup de termes anglais. Alors, j'essaie de trouver des équivalents. Mais ce qui est important dans un dictionnaire, c'est de trouver d'inclure les termes normalisés de France et du Québec. Parce qu'en France, souvent, on va refuser les soumissions si dans les documents, les termes normalisés ne sont pas utilisés, on va les rejeter. Parfois, et puis même des fois, on a des termes anglais quand même. Oui. Puis en France, un terme qui est très courant actuellement, c'est le start-up, au lieu d'une entreprise en démarrage. En démarrage. Ouais. Sinon, on ne se comprend pas. Bien, c'est comme des week-ends. Exactement. On passe des belles fins de semaine, mais c'est des bons week-ends quand même. C'est ça. Alors, mais ça prend beaucoup de patience pour faire ça, parce qu'un dictionnaire de 260 pages, un autre de 600 pages, ça prend beaucoup de patience pour faire ça. Mais généralement, c'est autour de 800 pages en tout. 800 pages? Oui, avec les références. Oui. Et puis les annexes, etc. Oui. Mais tu as écrit actuellement, tu as écrit combien de dictionnaires? En 1976, c'était un dictionnaire d'électrotechnique, anglais-français, mais sans contexte. OK. Et c'est devenu celui-ci, en deuxième édition, avec contexte, et c'était republié en France avec Et lequel c'est en France? Ah, celui-là, OK. Oui. Les deux ont été publiés en France. Alors, j'ai la chance d'avoir un auteur, moi, qui est international. Bien, un peu, oui. Ah, c'est un grand plaisir. Oui, parce que les deux dictionnaires en avant, ont été publiés en France. En France. Oui. Tu as publié aussi d'autres livres sur la danse, je crois. Oui, lorsque je faisais de la danse folklorique avec Michel Cartier. Ah, les T9. Bien, les T9 aussi, les Amis de l'orphelin.
Et Non, il y avait les T9, puis il y avait... Ça, c'était le groupe, parce qu'il y avait à l'époque 63 groupes de danse au Québec, mais avec les Feux Follets. Ah, ben oui, avec les Feux Follets de J'ai bien Longueuil. connu. Alors, j'étais membre des Feux Follets à ce moment-là. Oui. Ah, formidable. Oui. On aurait pu se rencontrer à ce moment-là. C'est pour ça que je suis resté en forme, parce que mes jambes ont été bien exercées. Oui. Alors, des livres sur la danse. Maintenant, tu as des livres en attente aussi. Oui, je ne sais pas s'ils sont publiés, mais le dictionnaire d'informatique d'Internet va devenir dictionnaire d'informatique, de robotique et d'Internet. Environ 900 pages, et il sera probablement publié l'an prochain. Tandis que le dictionnaire de biographie d'inventeurs, d'innovateurs, dictionnaire de synonymes, je ne sais pas, c'est... Synonyme dans quel secteur? C'est synonyme... Non, mais pour l'électronique, quoi? Non, synonyme en français en général, mais pas seulement littéraire, mais aussi des termes techniques. C'est parce qu'on oublie souvent, dans les dictionnaires de synonymes, les termes techniques, les équivalents ou les pseudo-synonymes aussi, comme abdomen et ventre, etc. Là, Tu as été récipiendaire de bourses d'études, quand on dit pas de bourse, mais de subventions pour tes livres. Explique-moi. De l'Office québécois langue française, j'ai eu une première subvention de 10 000 $. Pour quel livre? Pour celui-ci. OK. Et puis, mais enfin, pour mes recherches en général. Et par la suite, j'ai eu une autre subvention après la publication de celui-ci. J'ai eu une subvention de 5 000 $ par la suite. Ça veut dire qu'on a reconnu ton talent. Bien, probablement. D'ailleurs, mes dictionnaires ont été versés dans la banque de terminologie de l'Office québécois de la langue française, qui est le dictionnaire, le grand dictionnaire terminologique. Ouais. Ah bon. Tu sais, je sais que tu es un homme curieux, tu t'intéresses à peu près à tout, la généalogie, l'histoire en général. Tu es une source de renseignements extraordinaires. Et tout à l'heure, en parlant, nous avons conclu que tu étais... ta lignée ici à Laval était très... de la première colonisatrice de Laval. C'est Marie-Marguerite Garnier, qui était l'épouse d'Olivier Charbonneau. Alors, elle est arrivée ici en 1672. Alors, c'est de la famille. Vois-tu que c'était des gens qui étaient courageux. Bien, oui. Hein? Il y avait beaucoup de courage aussi. Dans l'histoire, à un moment donné, tu m'as parlé que tu avais une source de renseignements intéressante sur la famille de Ernest Ouimet. Oui, parce que j'ai fait des recherches un peu sur le cinéma. Et ça m'a amené aussi à écrire un texte sur l'histoire du quadrilatère de la Place des Arts. Ah oui. Ensuite, et Ernest Ouimet, à cause que je me suis intéressé au cinéma, évidemment, j'ai écrit sa biographie, qui n'a jamais été publiée, mais que j'ai distribué à ceux qui ça peut intéresser. Alors, Ernest Ouimet, pour nos auditeurs, ça était situé, a demeuré au coin du boulevard Saint-Martin et boulevard des Laurentides. C'est longtemps quand même, jusque dans les années 50, je crois. Alors, c'était intéressant de savoir ça. Alors, les familles Gauthier-Ouimet, on la belle histoire de ça. Maintenant, sur quels, actuellement, tes projets, tes grands projets pour les médias? Mais actuellement, je travaille sur une nouvelle édition du dictionnaire d'informatique, de robotique et d'Internet, anglais-français, puis je m'intéresse à d'autres sujets aussi. Donc. Exemple? Bien, je me suis intéressé à relever les cours d'eau enfouis de l'île de Montréal. D'accord. D'ailleurs, il y a une carte avec les archéologues de Montréal. Il y a une carte qui sera publiée d'ici quelques mois, comprenant tous ces cours d'eau-là. Jean-Guy Grenier, on va être obligé de s'arrêter, le temps nous bouscule un peu. J'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir pour parler d'histoire, de choses inédites pour les historiens, que les historiens n'ont même pas. C'est de la petite histoire. Bon, bien, ça nous fait plaisir. Merci. D'ailleurs, il y a un auteur français qui a dit « C'est l'histoire de la cuisine ». Oui, merci beaucoup. Bienvenue.
Merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un très beau moment pour moi de vous savoir à l'écoute. D'ailleurs, continuez de nous donner vos suggestions, vos commentaires. Peut-être vous aimeriez qu'on traite de tel ou tel sujet. Bref, on est très ouvert à tout ça sur le tvrl.ca. Ce même lieu que je vous invite à visiter pour vous enquérir de tous les détails concernant de notre bingo ici à TVRL. Évidemment, c'est tous les dimanches matin, possibilité de remporter 3 500 $ et de 2 000 $ la carte pleine. C'est dans quelques minutes. N'oubliez pas donc, tous les dimanches, ici, c'est bingo et je vous dis à très bientôt.